Je voudrais vous écouter sur l'incroyable boom de Dubaï qui est en train de devenir le nouveau paradis russe. Dans l'esprit de beaucoup d'entre vous, peut-être, de beaucoup d'entre nous, les sanctions occidentales étaient un poison lent et avaient une chance d'étouffer à petit feu ce qu'on appelle les oligarques. Un thème un peu générique pour définir tous les proches du Kremlin, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans le monde, dans le milieu russe, comme on dit, que ce soit dans la politique. Eh bien, voilà la désillusion. Cet argent russe, il n'est pas bloqué. Cet argent russe, il continue à voyager, il continue à s'investir, il continue à fructifier. Et Dubaï, qui publie ces données, en est le plus parfait exemple. L'Émirat, donc, en train de devenir le nouvel Eldorado russe. Que s'y passe-t-il exactement? Voici les indispensables avec Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Donc Dubaï, l'un des grands gagnants de la guerre et des sanctions. C'est un peu, je dirais pas douloureux, mais on n'a pas beaucoup de plaisir à dire ça comme ça, avec un afflux astronomique des Russes et de l'argent russe. Oui, c'est frappant. En 2022, 30 à 35% de Russes en plus se sont installés à Dubaï. Ils étaient environ 40 000 avant la guerre. Ils sont aujourd'hui jusqu'à 60 000 dans l'Émirat. On ne parle pas de n'importe quel Russe. Regardez ces chiffres inouïs. À Dubaï, en 2022, plus de 120 000 transactions immobilières ont été enregistrées pour un total de 132 milliards de dollars selon les autorités pour cet émirat qui compte 3 millions d'habitants, soit une augmentation de 80% par rapport à 2021. Bien sûr, il n'y a pas que des Russes dans ces nouveaux arrivants, mais en tout cas, ils y sont pour beaucoup. Selon la BBC, les Russes ont dépensé 12 milliards de dollars à Dubaï rien que dans le premier trimestre 2022. Une vente record a même été signée par un milliardaire russe pour une propriété de 76,2 millions de dollars. Il s'agit de cette villa de plus de 3000 mètres carrés face à la Palme Jumeirah. C'est le quartier le plus recherché de Dubaï. 10 chambres, salle de sport, salon de coiffure, marbre italien du sol au plafond, mais également une plage privée. Ce qui est notable, c'est que les précédents records d'achat immobilier russes concernaient des biens à New York, à Hong Kong ou encore à Londres. 3 destinations, ils ne sont plus les bienvenus aujourd'hui. Oui, c'est bien le signe que la guerre a fait affluer les Russes à Dubaï. Ils sont désormais les premiers acheteurs de biens immobiliers dans cet émirat. En un an, on le voit, ils ont doublé les Anglais, les Indiens, les Italiens et les Français. Alors pourquoi ce choix de Dubaï ? Eh bien justement parce qu'ils y sont les bienvenus. Les Émirats arabes unis n'ont pas adopté de sanctions contre la Russie. Et d'ailleurs, le site indépendant d'information russe Important Stories estime que parmi ces investisseurs russes, une centaine seraient même visés par les sanctions internationales. On parle notamment d'une quarantaine d'hommes politiques et de leurs familles, d'une trentaine de hauts fonctionnaires, d'une dizaine d'hommes d'affaires proches du pouvoir et d'une dizaine de personnalités proches du crime organisé. Et Dubaï, comme les autres Émirats, ne compte pas coopérer avec les pays occidentaux, notamment parce que les Russes font tourner à plein régime l'économie du luxe. On l'a vu, ils ouvrent aussi des restaurants et des clubs russes et ils organisent des événements, notamment des concerts avec des pop stars venus de Moscou. Bref, Dubaï, pour les Russes, c'est à la fois l'assurance de continuer à faire de bonnes affaires tout en protégeant leurs actifs. Actif, exemple notamment avec ce yacht dont on a beaucoup parlé cette année dans l'Émirat. Il s'appelle le Madame Gou. Il est amarré dans le port de Dubaï depuis le 6 mars. Il fait 100 mètres de long. Il est immatriculé aux îles Caïmans. Il peut accueillir 12 personnes avec ses 6 cabines, un équipage de 36 personnes avec 18 cabines marins. Valeur estimée à 150 millions de dollars. Et au mois de juin, les États-Unis l'ont désigné comme propriété bloquée, donc il ne peut plus pénétrer dans les eaux internationales des alliés des États-Unis. Il ne peut plus aucune entreprise américaine ne peut s'occuper de son entretien. Eh bien, depuis, il n'a pas bougé. Il est à l'abri dans l'Émirat. Dubaï n'a justement aucune intention de coopérer avec les États-Unis pour qu'il soit saisi. On connaît un certain nombre de ces riches oligarques, hommes d'affaires qui investissent là-bas. On connaît le propriétaire de ce yacht, par exemple ?
Oui, on le connaît, il ne se cache pas. Il s'agit de cet homme, Andrei Skok. Il a 56 ans. C'est un milliardaire russe. Il a fait fortune notamment dans l'exploitation minière avec sa société Lebedensky. Forbes le classe parmi les personnalités les plus riches de Russie. C'est aussi un membre de la Douma qui, depuis le début de la guerre, est placé sur la liste des oligarques russes sanctionnés à la fois par les États-Unis, par l'Union européenne et par la Grande-Bretagne. Et vous me disiez, Justine, qu'il y a un autre aspect plus préoccupant de cet Eldorado russe qui est devenu Dubaï, c'est que le trafic d'armes au profit de la Russie, aujourd'hui, pendant cette guerre, pourrait être en train de s'y développer. Oui, c'est ce qu'affirme le journal américain le New York Times. Selon lui, le Kremlin utilise également des sociétés écrans contrôlées par des oligarques aux Émirats pour acquérir des équipements de guerre dont l'Occident veut priver la Russie. En clair, les oligarques seraient sous pression de Moscou pour fournir des armes. À ce jour, aucun exemple n'a pu être mis au jour, mais en tout cas, les services de renseignement occidentaux évoquent de forts soupçons. Merci, Justine. Vincent, Jean-Claude, on tombe de haut ou bien ça n'est pas une surprise? Alors, pas vraiment une surprise. Je commence par ce que disait Justine à l'instant. Il faut se souvenir que, par exemple, Dubaï avait été une plateforme du contournement des sanctions pour les affairistes iraniens et le régime de Téhéran. Que ce soit pour la construction de flux financiers opaques ou pour la fourniture, en l'occurrence, non pas d'armement, mais par exemple de composants électroniques qui étaient sous sanction. Ce sont des officiels iraniens qui, en privé, me l'ont confirmé. Donc, le caractère, je dirais, très douteux de la transparence d'Ubaïot n'est pas nouveau. Et n'oublions pas que l'Émirat, dès octobre 2020, donc bien avant l'agression russe en Ukraine, avait mis en place tout un système extrêmement attrayant pour tous les investisseurs de la Terre. Fiscalité quasiment symbolique. On va pour la première fois avoir un impôt sur les sociétés, paraît-il, en juin 2023 à hauteur de 9%, c'est-à-dire à peu près rien. Mais pour le reste, un régime fiscal très attrayant, possibilité pour les investisseurs à un certain niveau d'obtenir un passeport des Émirats, etc., etc. Donc tout ceci n'est pas nouveau et j'en veux pour preuve que le magazine Challenge, qui vient de publier un dossier sur ce sujet, avait déjà en mai 2022 rappelé combien Dubaï était attirant, était une destination privilégiée, mais pas seulement pour les richissimes russes, aussi pour des oligarques ukrainiens ou d'autres. Oui, enfin là, allons droit au but. Est-ce que vous enragez de faire ce constat? On appartient à un ensemble qui tente de sanctionner ces hommes, ces femmes dont on estime qu'ils sont complices de ce qui est en train de se passer à des degrés divers. Et voilà qu'on découvre que d'autres, au contraire, profitent de cette manne. Justement, si vous reprenez le discours de Lavrov, il vous dit l'Occident contre la Russie. Est-ce que Dubaï fait partie de l'Occident? Je crois que le jeu consiste à dire au reste du monde, à essayer d'entraîner éventuellement d'autres pays en disant, regardez, notre combat est aussi le vôtre. Donc on peut très bien comprendre deux choses, et je rejoins ce qui a été dit, parce que Dubaï est une plateforme commerciale qui s'inscrit comme telle. 80% de la population dubaïote est étrangère. Il y a 80% d'expatriés. L'objectif, c'est faire de cette place Dubaï veut être une grande place commerciale et financière depuis un certain nombre d'années, et ça, c'est acquis. Maintenant, ils vous disent, mais nous ne sommes pas occidentaux. Et c'est cela le discours de Lavrov, c'est de dire, il y a les occidentaux d'un côté, il y a les autres, et c'est d'essayer d'avoir un leadership, enfin un semblant de leadership sur le reste du monde, en disant au reste du monde, mais c'est pas votre combat, c'est pas votre guerre, regardez, on nous en veut. J'ajoute, alors avant de venir, je regardais un petit peu s'il y avait eu des accords d'extradition, est-ce qu'il y a eu le gel des avoirs, et j'ai retrouvé notamment la Banque centrale dubaïote des Émirats a accepté de geler des avoirs libyens, ce qui pourrait nous laisser à penser qu'il s'agit d'une sorte de répit qui est laissé à ces oligarques. Je ne sais pas comment ils feront, mais ça pourrait très bien être un point de passage, et après ils pourraient aller ailleurs, en Arabie Saoudite ou je ne sais où. Oui. Donc, on se souvient d'ailleurs que l'Arabie Saoudite récemment a été plus ou moins sollicitée pour amortir le choc que provoquait cette invasion de l'Ukraine par la Russie sur le cours des hydrocarbures, et que l'Arabie Saoudite a clairement choisi son camp.
débrouillez-vous avec vos affaires, nous on va profiter du pétrole cher et on est plutôt du côté, on n'est pas du côté de la Russie, enfin on n'est pas du côté de ceux qui vont faire diminuer les recettes de la Russie par cet effet prix qui s'est envolé. Non seulement Riyad a refusé d'accroître sa production, mais elle a contribué au sein de ce qu'on appelle l'OPEP+, d'ailleurs organisme auquel la Russie appartient, à diminuer la production en barils pour maintenir les cours. Il faut toujours se souvenir de la formule du général de Gaulle. Les nations n'ont pas d'amis, elles n'ont que des intérêts. Pourquoi vous avez aujourd'hui 3 compagnies aériennes émiraties qui continuent de tourner avec des vols directs sur Moscou et Saint-Pétersbourg? Parce que c'est par ce canal en partie que la manne survient. Bon, oui, général. Juste de remarque, on parle des Émirats. Je rappelle que c'est une fédération d'Émirats qui est présidée par Abu Dhabi. Dubaï est un cas particulier, elle n'a pas de pétrole et elle ne fonctionne que par le commerce. Et ça allait très mal à Dubaï. Depuis plusieurs années, Dubaï était vraiment dans une difficulté financière majeure. Elle a organisé l'exposition universelle de façon à attirer plus de gens. Et cette crise arrive bien pour Dubaï, parce que ça permet de faire remonter le commerce qui allait très mal à Dubaï. Deuxième point, les États-Unis n'arrêtent pas de multiplier les accords avec les Émirats. Et pas plus tard qu'hier, les États-Unis ont passé un accord stratégique pour défendre les Émirats, en particulier à la suite des attaques des Houthis. Vous vous souvenez qu'il y avait des drones qui étaient arrivés là. Donc je pense qu'il y a 2 choses. Il y a l'opportunité de Dubaï de faire de l'argent, parce que c'est son existence même, de faire de l'argent. Oui. Et la deuxième, que les États-Unis sont en train de se déplacer. Je mets ça un peu en parallèle avec le ministre des Finances américain qui va faire une tournée dans 11 pays africains. Les États-Unis sont en train de se repositionner en s'apercevant effectivement qu'il faut se poser par rapport au discours de Lavrov, c'est-à-dire essayer de retisser un tissu d'alliés dans la région en leur proposant un certain nombre d'avantages par rapport à ce qu'ils retireraient de leur alliance avec la Russie, de facto, en fait. C'est pour ça que je parlais de répit pour ces oligarques. Ouais. Ça pourrait n'être que répit en attendant de voir comment est-ce que les uns et les autres se repositionneront. Et puis, il y a une concurrence entre les pays, entre les différents membres des Émirats eux-mêmes. Oui. Est-ce que vous imaginez l'effet que ça peut avoir sur ceux qui disent ces sanctions, finalement, elles nous pénalisent, peut-être nous, l'Occident, elles ne pénalisent pas forcément les Russes. Est-ce que vous imaginez l'effet que ça peut avoir ? Bon, après les effets économiques de coopération avec Dubaï, il faudra voir, parce que même s'ils arriveront à avoir des microchips, par exemple, ça peut coûter beaucoup plus cher que c'était avant, parce que les chaînes logistiques vont changer. Donc moi, je suis pas très sûre que ça va forcément aider à l'économie russe, qui subit beaucoup de problèmes, malgré tout ce que dit la propagande russe, même au niveau macroéconomique, mais au niveau aussi de la population, il y a des problèmes graves qui sont sur place depuis déjà longtemps, mais qui ont été aggravés depuis effectivement l'introduction des sanctions. Un exemple, le budget russe qui était toujours avec le prophétie, je crois que ça se dit comme ça, avec un surplus, depuis déjà plusieurs années. Maintenant, à partir de cette année, c'est avec le déficit assez important. Mais Vera, j'entendais pas tellement les sanctions n'ont pas d'effet sur l'économie russe. Je crois qu'il faut être clair, elles ont un effet. Et pour le coup, on parlait de poison lent tout à l'heure, c'est au moins un poison lent. Mais simplement, nous nous imposons des restrictions par ces sanctions. Nous nous imposons des restrictions pour toutes nos entreprises qui étaient implantées en Russie. Nous nous imposons des restrictions sur les investissements russes. Nous nous imposons des restrictions sur le pétrole ou le gaz russe. D'autres en profitent. Alors l'argent n'a pas d'odeur, mais quand c'est rappelé à ce point-là et sur un sujet aussi sensible que la guerre, et de quelle guerre parlons-nous, ça peut être considéré comme un peu douloureux. Bon. Oui, cette guerre n'est pas la leur. Oui, c'est ainsi qu'ils se dédouanent. Vous disiez, l'argent n'a pas d'odeur, mais l'argent n'a pas davantage de patrie. Et en l'occurrence, Justine le soulignait, vous avez aussi des oligarques extrêmement proches et de Kadyrov et de Poutine. Je vais en citer 2, en plus du Andrei Skor dont elle parlait. Il y a quelqu'un qui s'appelle Ruslan Baysarov, qui est un proche de Kadyrov, un député de la Douma quand même, qui est propriétaire immobilier à Dubaï, qui s'appelle Alexander Borodai. Et tous ces gens-là sont extrêmement proches. Au passage, ceux qui se trouvent à Dubaï aujourd'hui ne sont pas nécessairement à l'abri, parce que c'est aussi Dubaï nid d'espions. Vous avez vraisemblablement des agents qui y croisent en toute quiétude. Et n'oublions pas la sociologie de l'exode. Vous avez les nantis qui peuvent aller à Dubaï.
les politiques, les activistes qui vont plutôt aller dans les pays baltes, en Pologne, en Europe, en Amérique du Nord, et puis le lumpen de l'exode, si j'ose dire, on en a parlé ici, qui va au Kazakhstan, en Arménie, dans le meilleur des cas en Géorgie, peut-être au Tadjikistan, etc. Donc les gens qui sont à Dubaï aujourd'hui ne gênent pas Poutine. Ils ne sont en rien des ferments de subversion par rapport à la propagande massive du Kremlin. Bon, ce que je veux dire, c'est qu'on espérait geler les avoirs, les patrimoines, les biens de ces oligarques. On espérait petit à petit les étouffer. Et pourquoi pas? Certains rêvaient de les retourner, qu'ils se retournent eux-mêmes contre Poutine. On réalise qu'ils ont 1000 autres opportunités. Souvenez-vous, Juste deux Oui, général. remarques. D'abord, en suivant l'énumération que vient faire Vincent, il faut parler de tous les Russes qui ont quitté la Russie. Alors ceux qui sont riches, ceux qui ne sont pas riches, etc. Un ami qui était il n'y a pas très longtemps à Moscou m'a dit c'est catastrophique, on ne rencontre pas de gens qui ont moins de 40 ans. C'est-à-dire que la jeunesse a quitté. Et à terme, pour la Russie, c'est une catastrophe. La jeunesse dans les grandes villes, je ne sais pas ailleurs. Mais Moscou, Saint-Pétersbourg, la jeunesse est partie. Et alors, elle est partie soit pour de l'opposition, soit simplement pour vivre, soit pour faire de l'argent comme à Dubaï. Mais à Soit terme, pour échapper à la mobilisation. oui, échapper à la septembre. mobilisation, vous avez raison. Mais ceux qui font de l'argent à Dubaï, ce qui les intéresse avant tout, c'est de faire de l'argent. C'est eux-mêmes. Eux-mêmes. Et donc là, vous parliez de Dubaï ni d'espions, là il y a une façon facile de les piéger au bout d'un certain temps, en leur disant vous voulez continuer à faire de l'argent? Ben voilà comment on va faire de l'argent, et pas forcément dans l'intérêt de M. Poutine. Bon. c'est pas de politique. Dubaï, c'est vraiment ça. C'est pas de politique. C'est le business à fond et ça ne sera que cela. Mais là encore, je reste convaincu que c'est probablement temporaire, cette histoire. Un mot sur le New York Times et ses soupçons ou ses accusations d'une possible contrebande d'armes, du coup, puisque ces oligarques qui sont de plus en plus nombreux et que le Kremlin doit sans doute leur mettre la pression. Alors, c'est pas très étayé, il faut bien reconnaître dans le papier du New York Times. C'est sérieux, c'est spéculatif. On verra. Oui, on n'en sait rien. On ne sait pas, effectivement, ça peut se Pas d'éléments produire, là-dessus. mais après, on sait que le régime de Poutine est très, très corrompu, et ces oligarques-là, aussi, ce qu'ils font là-bas à Dubaï, ils ne contribuent pas à l'économie russe. Ils essaient de cacher leurs actifs, ils essaient de cacher leur argent, parce qu'ils ne sont pas sûrs dans l'économie russe. Et c'est au niveau des députés de la Duma russe. Donc, moi, je suis assez sceptique par rapport à l'influence de cette affaire-là sur l'économie russe, sur la capacité de la Russie de continuer la guerre. C'est pas ça qui va jouer un rôle. Oui. Les trafics d'armes, que ce soit par les Émirats ou ailleurs, dès qu'il y a la guerre, vous avez des trafics d'armes. Vous avez les contournements des sanctions. On l'a même vu sur des missiles russes tombés en Ukraine, dont les sous-ensembles étaient américains, après l'embargo. Donc, si vous voulez, vous avez des tas de façons de contourner ça. C'est une affaire de professionnels. Ce sont des gens, l'un a été libéré, était dans une prison américaine, a été libéré il n'y a pas si longtemps que ça, est allé en Russie. Ce sont des professionnels qui ont des circuits qui leur permettent de contourner les sanctions. Bien.